Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis Louise Lespard du podcast La Clé des Champs, le podcast qui donne la parole aux agriculteurs. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de me rendre à Mérignac, aux portes de Bordeaux, pour rencontrer Nicolas Mérieux, humoriste et agriculteur. Oui, vous m'avez bien entendu. Depuis 10 ans, Nicolas use les planches des théâtres parisiens et ses vidéos multiplient les vues sur YouTube puisqu'il compte pas moins de 200 000 followers. Il se définit lui-même comme un artiste engagé et particulièrement sur les sujets liés à l'écologie. Il décide finalement de joindre l'acte à la parole et de se lancer agriculteur. Il part alors dans les Landes passer son BPREA, son diplôme pour devenir chef d'exploitation, chez AgriCampus 40, le groupement de lycées agricoles des Landes. J'ai beaucoup apprécié mes échanges avec Nicolas. Il a eu le courage d'aligner ses actes à ses paroles en se convertissant agriculteur, mais surtout l'intelligence de se remettre en question lorsqu'il a sauté le pas. Comme il le dit lui-même, il est passé, et je le cite, de bobo écolo qui savait tout à un acteur engagé pour montrer la complexité du métier d'agriculteur et la complexité de travailler avec le vivant. Je l'ai rencontré à Mérignac parce que Nicolas a démarré un farm tour. Il joue son spectacle dans les fermes, notamment pour mettre en valeur les agriculteurs qui le reçoivent. On a donc enregistré dans la ferme aquaponique nommée Les Nouvelles Fermes, qui est entre autres gérée par Laura Gori, avec qui j'avais enregistré un épisode précédemment que je vous invite bien sûr à écouter. J'en profite pour la remercier sincèrement pour son accueil le temps de l'interview. Allez, je vous laisse en compagnie de Nicolas Mérieux. Bonne écoute! Bonjour Nicolas. Salut. Merci beaucoup de prendre le temps de me recevoir. Pour démarrer, est-ce que tu peux te présenter et nous expliquer où c'est qu'on est actuellement ? Écoute, déjà c'est un plaisir. Écoute, je m'appelle Nicolas Mérieux. Je suis comédien, humoriste, réalisateur avec la particularité d'avoir une carrière centrée autour de l'environnement, de l'écologie. Et à force de parler d'écologie pendant plus de 10 ans, j'ai décidé d'arrêter d'en parler et d'en faire. Et du coup, maintenant, je suis aussi paysan. On va en parler. Et ici, on est où ? Et nous sommes à Bordeaux-Mérignac, dans une serre de 5000 m² qui fait de l'aquaponie, qui s'appelle Les Nouvelles Fermes. Chez Laura, que j'avais déjà interviewé. Alors, pour les auditeurs, chez Laura, ceux qui ont écouté, il y avait le train à côté parce qu'on était dans sa ferme à Lormant. Et à Mérignac, il y a l'avion qui nous passe au-dessus. C'est un vrai bonheur. Donc voilà, j'espère qu'on ne sera pas trop interrompu et que le bruit vous gênera pas trop. Et alors, du coup, qu'est-ce qu'on fait là ? A priori, un podcast. Oui, mais toi, pourquoi Moi, je suis là, mais parce que, a priori, au moment où les auditeurs vont entendre ce qu'on est en train de se dire, ça fera longtemps que c'est passé. Mais actuellement, je suis en farm tour, c'est-à-dire que je fais un tour de France des fermes. Et tous les soirs, je joue mon spectacle de stand-up dans une nouvelle ferme. Trop stylé. Et donc là, je me suis arrêté ici, dans une ferme urbaine en aquaponie, pour voir à quoi ça ressemblait. Et pour faire un petit peu rire le public urbain. Parce que je ne vais pas vous mentir, la plupart de mes dates, il y a plus de gens dans les champs pour écouter mon spectacle que de gens dans la ville. Très bien. Et c'est pas les mêmes réactions ? Ah bah non, c'est pas les mêmes réactions, ça c'est clair. Dès que je me rapproche d'une grande ville, on va pas se mentir, les gens qui viennent me voir, c'est mon public. Alors que quand je joue en pleine campagne, les gens ils viennent juste parce qu'il se passe un truc dans leur village et ils sont trop contents d'aller voir un truc dans une ferme. Mais ils viennent sans savoir qui je suis, de quoi je vais parler. C'est une forme de mise en danger pour toi finalement, une petite prise de là risque. c'est compliqué, je te cache pas que c'est compliqué, tu vois, ça fait quand même plusieurs années que c'est mon métier, que j'ai l'habitude de jouer dans des théâtres où les gens ils sont confortablement installés, c'est dans le noir, ils ont payé leur billet, donc généralement quand tu payes ta place à l'entrée, déjà tu as envie de te marrer. Parce que tu veux pas avoir payé 27 balles pour rien. Alors que là, les gens ils viennent gratuitement. Et oui, et l'effort de concentration évidemment dans un champ est plus difficile que quand on est dans une salle dans le noir. Ouais. Donc oui, là c'est un peu une tournée sans filet là. Et puis ton thème c'était très engagé, on en parlera sur l'écologie notamment, donc peut-être qu'aussi les gens sont pas sensibilisés de la même manière d'une ville à l'autre et d'un territoire à l'autre. Ah oui, on va pas se mentir, moi je fais plutôt de l'humour pour les écolos gauchos bobos. Quand je tombe dans un village qui vote extrême droite, je suis pas le mec le mieux reçu du village. Quoi, hein, et ça se passe, comment ça se passe à la fin du spectacle, les retours que t'as et tout ? Mais franchement, globalement, très bien. Hein. Les gens sont très sympas, même si parfois, évidemment, c'est difficile les 10-15 premières minutes quand les gens ne connaissent pas et ils sont pas d'accord avec ton point de vue. Mais au final, je suis très bien reçu. J'ai eu parfois des publics de droite qui venaient me voir à la fin en me disant « Écoutez, je ne suis pas d'accord avec tout ce que vous avez dit, mais j'ai apprécié. » Mais j'ai rigolé. Voilà. Donc ça, c'est déjà cool. Et puis au moins, j'aurais quand même planté une petite graine et peut-être j'aurais permis de réfléchir à une autre vision, même s'ils ne sont pas d'accord, c'est pas grave. Carrément. Bon, j'aurais bien aimé parler de la partie artistique pendant des heures, mais on a déjà 1000 trucs à se dire sur la partie agriculture. Ouais. Ça a été quoi le déclic pour toi de te rapprocher du monde agricole ?
Ouais, du coup, Alors ça a comment été j'y quoi? suis venu? Bah ouais, dans tous les quand on parle d'artistique, mais moi c'est l'artistique qui m'a fait venir à ça. En fait déjà, moi à la base, je suis juste comédien. En 2011, je vois le film Océan et ce film documentaire me dit l'être humain est en train de creuser sa propre tombe. Et personne n'en parle. En 2011, Greta Thunberg n'était pas née. J'exagère. Mais je veux dire, on ne la connaissait pas, tu vois. On parlait à peine du trou dans la couche d'ozone. Et du coup, je me dis, moi j'ai la chance d'avoir un métier, je suis comédien, je parle aux gens. C'est un sujet qui me touche, l'environnement, donc je me suis mis à en parler. Et en fait, voilà, j'ai commencé à écrire un premier spectacle, un deuxième spectacle, j'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube, j'ai commencé à faire des vidéos à la télé. Et en fait, j'ai traité un peu tous les sujets en lien avec l'environnement et l'espèce comment on peut dire, de résumé, en tout cas, qu'a fait mon cerveau. Il s'est dit, la base de l'écologie, c'est l'agriculture. Parce que si on nourrit correctement les gens, a priori, on s'occupe bien des hommes, on s'occupe bien des sols, on s'occupe bien de l'eau, il y a moins de maladies, il y a moins de pollution, on stocke du carbone. Tout converge vers l'agriculture. Si on veut faire de la bonne écologie, c'est ça qu'il faut faire, quoi. Donc je me suis dit, voilà, allons explorer ce monde. Mais tu avais des racines Moi, mon du monde grand-père était agricole? berger. Ok. Mon Où ça? grand-père était berger dans les Alpes, à Alvar, pour ceux qui connaissent exactement, en dessous du Pléné. Mais non, pas du tout grandi dans un monde agricole. Moi, j'ai grandi avec mes grands-parents... Enfin si, du coup un peu aussi, mais à moitié entre la cité et Chirol en banlieue de Grenoble, parce que j'ai une partie de ma famille qui est émigrée algéro-espagnole, et l'autre partie de ma famille, du coup, qui était berger. Et donc j'ai grandi entre la cité et les montagnes. Original. Ouais. Et à partir du moment où tu te dis, ok, en fait, je dois joindre les actes à la parole, c'est un peu ce que tu nous as expliqué, et donc il faut que j'aille travailler la terre. Comment tu t'y es pris? Comment tu atterris dans les Landes? Comment tu atterris à Agricampus 40, qui est le lycée agricole de Dax, qu'on salue, que je connais bien, à Wailreleuil? Donc comment tu t'y es pris? Eh bien, déjà, comme tout citadin, parce que, bon, j'ai grandi dans les Alpes, mais évidemment, pour vivre de mon métier de comédien, je suis parti vivre à Paris, une première fois. Et ensuite, j'ai eu des soucis à Paris. Je me suis fait agresser par un groupe de Kaira qui habitait mon quartier, donc j'ai lâché mon appart parce que j'avais pas envie d'avoir des représailles, que ça arrive à nouveau. Et j'avais un boulot alimentaire et je me suis fait licencier dans le mois qui a suivi. Du coup, je me suis retrouvé à la rue et à ce moment-là de ma vie, j'avais un peu perdu goût en la vie, si tu veux. Et je me suis dit, qu'est-ce qui peut me refaire kiffer la vie? Et ma passion dans la vie, c'est le surf. Du coup, je suis parti vivre une première fois à Hossegor en 2010. J'ai vécu 2 ans. Et en octobre 2011, je suis retourné vivre à Paris pour retenter ma chance en tant que comédien, en me faisant la promesse que si un jour je réussissais dans ce métier-là, je reviendrais vivre dans les Landes. Donc voilà pourquoi je suis retourné dans les Landes, parce que... Très bon choix. Voilà, ça fait 6 ans que... maintenant, quand le podcast sort, ça fait même 7 ans que je vis dans les Landes. Donc les Landes, c'est juste pour le surf. Maintenant, pour la question sur le monde agricole... Comment je m'y suis pris? Donc, j'habitais Paris et comme beaucoup de gens, j'ai entendu parler de la permaculture. J'ai commencé à m'intéresser à la permaculture, à poncer tous les livres, les documentaires, les chaînes YouTube qui parlaient de ça. J'ai commencé à m'y essayer un petit peu sur le toit de mon garage à Malakoff. Et après, j'ai déménagé dans les Landes. Et vraiment, la première chose que j'ai fait quand je suis arrivé... à Cap-Breton, c'est pas défaire mes cartons, c'est faire un potager. Vraiment, la première semaine de mon déménagement, j'avais fait mon potager, j'avais pas encore défait mes cartons. C'était vraiment pour ça que je voulais partir de Paris, quoi. Je voulais vraiment faire ça. Et après, ce qui est marrant, c'est de faire la permaculture pendant plusieurs années. Et comme beaucoup de gens, tu crois avoir tout compris. Ouais, tu crois qu'avoir ton potager et faire du maraîchage à grande échelle, c'est pareil. Exactement. Et ça, c'est une idée reçue qu'on a tous. On fait tous cette erreur et les agriculteurs sont d'autant plus énervés que très souvent c'est des gens, des citadins qui comme moi s'intéressent à la permaculture qui commencent à donner des leçons aux agriculteurs. Comment il faut faire. Et je faisais partie de ces cons-là, hein. Je l'avoue, hein. Je faisais partie de ces cons-là. Et puis à force de faire tout ça, je me disais ok c'est génial mais allons plus loin quoi, allons plus loin. Et en fait je voulais monter un écolieu avec des amis, malheureusement ça s'est pas fait. Et je me suis dit, l'écolieu c'est génial, mais en fait tu fais une fois de plus de l'entre-soi. Et je me suis dit, mais en fait, l'écolieu ça fonctionne pas, tu fais de l'entre-soi, monte une ferme, au moins tu seras tourné vers l'extérieur et tu sauras vraiment ce que c'est. Et de là, je me suis effectivement inscrit au CFPPA des Landes, à Wailreleuil. Ils t'ont vu arriver. Et voilà, ils m'ont vu arriver. Et moi c'est marrant parce que quand je me suis inscrit à mon BPREA, je flippais de ouf.
je me disais, tu sais, je vais arriver dans un endroit et avec que des fils d'agriculteurs conventionnels Ouais. et tout, et je vais être vachement jugé, tu vois. Et en fait, pas du tout. Non, il y a beaucoup de profils comme Il y a toi. plein de gens comme moi ouais, qui veulent faire un petit peu Et l'agriculture heureusement, il y en a alternative. besoin. Bah, bien sûr. Et du coup, non, moi j'ai adoré mon BPREA. Il y a des gens qui n'ont pas forcément apprécié. Moi j'ai adoré. Et puis après, j'ai dû. J'avais déjà mon projet agricole dans ma tête avant de rentrer au BPREA, mais le fait de le faire, c'est vrai que c'est génial parce que c'est vraiment un diplôme professionnalisant que j'encourage les gens à faire si ils ont déjà un projet agricole. Faut pas aller faire un BPREA si tu as jamais fait pousser un légume. Hein. Ouais, Sinon, parce que c'est tu hyper vas rien concret comprendre. en fait. C'est Bah ça ce ouais, que vous apprenez et ça exactement. t'aide à développer ton projet. C'est un Exactement. brevet professionnel de De responsable d'exploitation. agricole. Ouais. Voilà, pour ceux qui est... Et donc c'est le diplôme qui est essentiel pour pouvoir être chef d'exploitation, pour pouvoir avoir des aides avec les JA, les jeunes agriculteurs et tout Exactement. ça, Ouais. en gros, si je résume. Et alors, tu as appris quoi? Et est-ce que ton projet, avant d'aller au BPREA, était le même qu'à la sortie du BPREA? Non, c'est pour ça que je dis que c'est vraiment très intéressant le BPREA. Il faut y aller avec un projet. Et en fait, le BPREA, pour moi, c'est. Toi qui as fait de la start-up, c'est un peu un incubateur. Tu vois? C'est vraiment un endroit où, en fait, on est plusieurs personnes qui avons chacun des projets. Et ça permet de les confronter les uns aux autres, de se challenger et aussi de se rendre compte de la réalité économique de nos projets. Moi, il a beaucoup évolué mon projet pendant le BPREA et vraiment dans le bon sens, tu vois. Je suis vraiment content. C'est pour ça que je dis que je suis content de l'avoir fait. Maintenant, qu'est-ce que j'ai appris? Déjà, j'ai appris que je savais rien. Je pensais tout savoir et puis en fait, non. Mais il faut quand même avoir l'intelligence de s'en apercevoir, Ouais, tu vois. ouais, bien sûr. Et je suis souvent, tu n'es pas le premier citadin en reconversion que je rencontre, tu es le troisième. Et je suis toujours étonnée de l'intelligence de la remise en question quand même. Parce qu'on pourrait rester dans ces, tu vois, Dans ces en disant acquis. moi je sais, voilà, et c'est comme ça. Et puis... Mais en fait, une fois sur le terrain, en tout cas les profils que j'ai rencontrés et qui finalement, je les rencontre parce que c'est ceux qui ont réussi à aller au bout du truc. Et je pense que c'est une des clés aussi pour réussir à aller au bout du truc. Mais elle arrive à se remettre en question, à comprendre qu'il y a des choses bien, qu'il y a des choses qu'on peut faire à sa manière aussi, mais qu'il y a peut-être il y a des choses à apprendre en tout cas. Ah bah. Mais en fait, c'est ça qui est magnifique. Il y a cette courbe de la connaissance qui existe. En fait, la courbe de la connaissance, elle passe, tu penses tout savoir et d'un seul coup, tu te rends compte que tu sais rentres rien. dans la et puis après, vallée de l'incompétence. Voilà, Josabel, exactement. où là, tu te dis, mais en fait, je ne sais rien. Exactement. Et en fait, il faut la traverser pour après être expert. Et c'est ça que je trouve génial avec le monde vivant, c'est qu'en fait, je pense que je vais passer ma vie à m'y intéresser, même à ma mort, je connaîtrai rien encore. Oui, C'est ça vraiment un évolue tout puissant le fond. temps. Quand tu commences à t'y intéresser, c'est magnifique, quoi. Mm. Et pendant ton BPREA, tu dois faire un stage. Ouais. Et donc là, tu le fais chez Anthony et Zoé. Comment Entre tu les rencontres? Oui, alors vas-y, raconte-nous les stages où c'est que tu les as fait. Ouais, en parce fait, que on va essentiellement, j'imagine, parler du stage chez Anthony et Zoé parce qu'avec Sophie Labruyère, ma co-réalisatrice, on a fait un film sur mon année de scolaire et de stage chez eux. Mais c'est vrai que j'ai fait des stages dans plusieurs endroits justement pour voir plusieurs choses. Ouais. Par exemple, je spoil un peu, mais dans l'exploitation que je monte avec mon associé, moi je vais être producteur de plants. Donc j'ai aussi fait un stage chez des producteurs de plants. Ok. Parce que c'est dommage de vouloir faire ce métier et d'être dans une exploitation qui ne produit pas ses propres plants. Oui. Et je veux aussi, moi, faire du fruitier. Et pareil, l'exploitation de Zoé et Anthony, c'est pas ce qu'ils font. Donc j'ai aussi fait un stage chez Aline, qui les douceurs du Marensin, je sais pas si tu connais, dans les Landes aussi. Ouais. Et l'autre personne, c'est Laetitia, qui est productrice de plants à Saint-André-de-Seignance aussi. Ok. Mais parce que si on résume ton projet, par contre, quand même, pour que les gens voient où c'est que tu as voulu Donc producteur aller. de plants, production verger très diversifiée, autrement dit forêt comestible, jardin-forêt, appelez ça comme vous voulez. Et donc du coup à terme pépiniériste, parce que mon but c'est de conserver un maximum d'espèces végétales fruitières différentes qu'on a complètement oubliées et de pouvoir les reproduire pour travailler l'autonomie alimentaire de notre territoire. Et tu es associé avec un landais de Port-de-Lanne, je crois. Exactement, Tristan Bernardini. Qui va faire du maraîchage, lui. Maraîchage, un hectare. sol vivant en agroforesterie et atelier de poules pondeuses. Mais les poules pondeuses qui se baladent en fait dans ma parcelle de forêt pour, en poulailler mobile. Et quelque part, c'est de la rotation qu'on fait avec les poules pour pas qu'elles restent au même endroit et qu'elles puissent aussi aider dans la lutte contre les nuisibles, du verger, quoi. Très bien. Donc voilà, comme ça voilà, comme ça on a quand même le contexte, ça me paraît mieux. Tout à fait. Et donc du coup voilà, donc j'ai fait ces stages, dans ces 3 exploitations, ces stages-là. Pour répondre à ta question, comment je rencontre Anthony et Zoé? Tout simplement, un soir, je suis dans un bar à Cap-Breton. Il y a une nana qui connaît mes vidéos qui vient me parler, qui me dit mais qu'est-ce que tu fous là? Je lui dis ça fait plusieurs années que j'habite ici, j'essaie de monter un écolieu en permaculture, tout ça. Elle me dit mais il faut absolument que je te présente un couple d'amis à moi.
Le couple en question, c'est Anthony et Zoé. Moi, j'ai un autre pote qui a une autre ferme à Contis, la ferme Camdelan. Je ne sais pas si tu connais. Non, je connais pas La ça. ferme fantastique. Et chaque 15 mai, ils font la fête des plants chez eux. Et je les ai rencontrés effectivement à cette soirée et je suis tombé amoureux d'eux. Ouais, et donc tu en as fait un film de cette Ouais. expérience. Ouais. Pourquoi en avoir fait un film? Pourquoi en avoir fait un film? Alors parce que moi je travaillais pour France Télé depuis 5 ans avec un programme qui s'appelait La Barbe, où je faisais de la vulgarisation humoristique sur des problématiques économiques, sociologiques et surtout écologiques. Et puis ça s'est arrêté, ce programme, et France Télé était en demande d'une continuité dans notre collaboration. Et je ne savais pas trop quoi leur proposer comme programme. Et quand j'ai rencontré Anthony et Zoé, je me suis dit c'est génial parce qu'on voit beaucoup de films ou de documentaires sur la permaculture où tout est beau, tout est merveilleux, tout est si simple. Et on montre jamais les débuts. Et je me suis dit c'était l'occasion en fait. Parce que quand j'ai rencontré Anthony et Zoé, ils venaient tout juste. Ils n'avaient même pas encore acheté les terres, c'était même pas encore signé. Ils avaient, tu sais, l'autorisation de l'exploitant. Oui, Ils avaient l'autorisation ils préalable. n'avaient tu pas vois. eu les financements, on était vraiment au tout début. Ça s'appelle Ouais, t'es Nouvelle vraiment- Graine. Le film s'appelle Nouvelle Graine, absolument. Et du coup, je me dis, c'est génial, on va filmer ce jeune couple d'agriculteurs en train de monter leur projet. Et moi, à la base, je voulais faire une web série, vraiment un peu comme une télé-réalité agricole, tu vois. C'est-à-dire vraiment filmer chaque semaine, faire un épisode pour montrer ce qui s'est passé dans la ferme et montrer la difficulté de l'installation. Et là, France Télé apprécie le projet, il nous dit, mais faites-nous des films plutôt que de faire une web série. Et du coup, là, on se dit, ok, il faut faire un film. Et le truc, c'est que dans un film, et ben bon, ça les gens ne savent pas forcément, mais même un film documentaire, c'est écrit à l'avance. C'est-à-dire que tu peux pas aller voir une chaîne de télé et dire voilà, on va faire un film documentaire là-dessus et on va filmer pendant un an et on va voir ce qui se passe. Non, quand tu présentes un film, tu es obligé d'écrire. Même si tu sais C'est pas ouf. exactement ce qui va se passer, tu l'écris ton film. Mais donc, du coup, voilà, il faut écrire. Quand on veut faire un film documentaire, il faut quand même écrire un scénario. Et du coup, dans ce scénario, dans tous les films, il faut des enjeux. Et vu qu'on ne savait pas vraiment où on allait sur l'exploitation, parce qu'au final, même si on écrit vraiment, on ne peut pas deviner ce qui va se passer. Par contre, il fallait un fil conducteur. Et moi, ça faisait très longtemps que je voulais passer mon diplôme de responsable d'exploitation agricole. Et c'est là que je me suis dit, c'est le moment. Faisons un film. Tant qu'à faire, il y a un enjeu qui va être certain, c'est moi, je veux être agriculteur, je vais m'inscrire à l'école. Est-ce que oui ou non, je vais tenir le truc? Est-ce que, parce que peut-être que je vais me planter, parce qu'il y a des gens qui ont fait le BPR avec moi, qui ne veulent plus jamais entendre parler d'agriculture. Ouais, bien sûr. Oui, oui. Tu vois? Donc c'est un vrai enjeu ça. Parce qu'il y a tellement de gens qui veulent se reconvertir. Ça intéresse plein de gens, justement à cause des documentaires trop faciles sur la permaculture. Il y a tout le monde qui veut faire ce métier-là, mais il y a plein de gens qui craquent très vite. Et du coup, c'était ça en fait. Pourquoi j'ai eu envie de faire ce film-là? Pour me tester moi et pour voir ce que ça donne. Un début d'exploitation en permaculture avec beaucoup de bonnes intentions. Est-ce que ça peut fonctionner? Ouais. Est-ce que tu peux nous décrire la différence, enfin, nous définir la permaculture et nous dire quelle est la différence avec le maraîchage classique qu'on connaît tous de production de fruits et légumes sous serre ou en plein champ? Alors la permaculture, c'est un mot qui est galvaudé et que je suis en train de le galvauder moi-même pendant cette interview. Mais la permaculture, c'est une philosophie en 3 points. C'est premier point, prendre soin de la nature et des hommes et des femmes, hein, hommes avec un grand H. Produire en abondance, deuxième point. Troisième point, répartir équitablement. Et après, le pan de la permaculture adapté à l'agriculture, c'est ce qu'on pourrait appeler l'agroécologie. Mais c'est vrai qu'en permaculture, comme les gens le pratiquent chez eux, finalement, on pense vraiment permaculture, on pense but de culture, but autonome de culture, association de plantes. Et c'est vrai que c'est très bien comme modèle pour faire un potager. Ouais. Ça fonctionne très bien, mais ce n'est pas du tout adapté. Scalable à la grande échelle. Exact, et tu vois. Bon, bah là, en plus, là, on est vraiment dans un. Là, aujourd'hui, on est dans une serre en aquaponie. Au niveau de la production, c'est quand même vachement bien pensé. Là, les gens voient pas, mais en gros, c'est des petits radeaux. Tu as devant les jeunes plants, au milieu les moyens plants et au fond du bac la récolte. Et c'est par ligne, c'est la même culture. Et du coup, quand tu es producteur, quand tu es agriculteur, tu dois vivre d'une production. Donc tu dois faire Faut de la être efficace. rentabilité, tu dois être efficace au travail. Et là, on parle d'un modèle agricole très très efficace. Quand tu fais de la permaculture, tu vas commencer à tout mélanger, à faire sur des buts. Tu peux pas avoir de mécanisation, tu fais tout à la main. Et la récolte est difficile du fait de ces associations de plantes. Et donc du coup, la différence effectivement avec du maraîchage classique, c'est qu'on va rarement faire des bandes de culture. Quoique maintenant, il y a Jean-Martin Fortier qui est un petit peu notre Gourou. messie qui est arrivé et qui nous a montré le maraîchage bio-intensif. La différence entre la permaculture et l'agriculture, c'est que d'un côté, c'est une philosophie, de l'autre côté, c'est une entreprise.
j'aimerais parler du film. Je te dirais ce qui m'a moi le plus marqué là tout au long du film. Il y a plein de trucs, franchement, je le recommande parce que en fait, je le trouve représentatif d'une nouvelle génération qui a envie de faire bouger les choses et qui a le courage d'aligner ses actes à ses paroles, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de monde. Mais j'aimerais avoir toi ton ressenti de cette expérience. Combien de temps tu y es resté déjà, ça m'intéresse. Et qu'est-ce qui t'a le plus marqué de l'expérience de chez Anthony et Zoé? Alors combien de temps j'y suis resté? Je sais pas. Le BPROA, j'ai fait 1 an, mais en fait, moi, j'étais déjà à la ferme avant que le film commence. Et j'ai continué de filer des coups de main après que le film se soit terminé. Qu'est-ce qui m'a le plus marqué? Déjà, la difficulté du métier, évidemment. Et je dirais, ce qui est assez malheureux dans notre monde, c'est que plus tu essaies de faire les choses bien, plus c'est difficile et moins c'est rentable. Et c'est ça qui me marque le plus, je pense. Ouais. En fait, effectivement, et je suis contente de t'avoir au micro parce que tu as toute cette dimension écologique qui est très ancrée en toi, mais j'ai l'impression qu'on n'a pas trouvé l'agriculture durable qui permet de remplir tous les critères. C'est-à-dire de nourrir une population qui est croissante quand même, donc il y a quand même un vrai sujet de donner à bouffer aux gens, d'avoir un impact positif sur l'environnement, même pas de limiter son impact. Je pense que l'enjeu est d'avoir un impact positif et le tout à des prix accessibles parce que le consommateur n'est pas prêt à payer. Et quatrième condition, que ça soit des conditions de travail qui soient viables pour les gens. J'entends aussi bien en termes de conditions de travail, parce qu'on va en parler, mais ils se tuent à la tâche les deux. Enfin, moi, j'étais impressionnée, et toi aussi parfois d'ailleurs, et aussi bien en termes d'argent, quoi, que ça soit rentable et qu'on gagne décemment de sa vie. Et en fait, plus je vais dans les fermes, plus je me dis, mais la solution, elle est où Et j'ai le sentiment qu'elle est dans le compromis au final. Qu'est-ce que t'en penses? Alors, j'en pense que déjà, tout ce que tu viens de dire est très, 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 très juste. Et que c'est la tristesse de notre agriculture, je trouve. C'est vraiment d'une tristesse. Parce qu'effectivement, tu as d'un côté des gens qui essaient de faire du mieux qu'ils peuvent, d'être vertueux pour l'environnement, le climat, de ne pas utiliser de plastique, de ne pas utiliser de pétrole. Mais ces gens-là se tuent la vie, se tuent la santé pour leurs valeurs. Et on ne les respecte pas en fait. Parce qu'ils ne font pas ça que pour eux, ils font ça pour nous. Il ne faut pas oublier que les gens qui sont écolos, les bénéfices de leurs actes, c'est tout le monde qui les récupère, c'est pas eux. Moi, je prends plus l'avion depuis des années. Le carbone que j'ai pas émis en ne prenant plus l'avion, ça change rien dans ma vie. C'est un truc que je fais pour tout le monde, tu vois, pour les générations futures en fait. Je le fais pas pour moi directement. Je le fais pour moi, pour être en accord avec mes valeurs, évidemment. Mais je n'en retire aucun bénéfice de ne plus prendre l'avion. Si ce n'est que ça me fait chier parce que j'ai de la famille qui habite au Mexique, l'autre qui habite à La Réunion et je les vois plus. Et ben les agriculteurs, c'est pareil. Ils se tuent à la tâche. Et puis souvent les agriculteurs en général, là on parle de ceux qui ont des soit des agricultures alternatives, mais en général. Et ce que j'allais dire, et d'autant plus tu essaies d'avoir des valeurs écologiques, donc ne plus utiliser de pétrole, ne plus utiliser de plastique, plus tu te tues la santé. Et en plus souvent ces gens-là, ils ont aussi des valeurs sociales, c'est-à-dire qu'ils veulent faire, comme tu le dis, de la nourriture accessible. Mais pour moi c'est des héros ces gens-là en fait. Ils devraient avoir tous des médailles, des vrais salaires, enfin qu'on les respecte, tu vois. Et c'est vrai que c'est pas le cas. C'est ce que je dis tout le temps. Et c'est moi aussi, donc du coup, donc je fais pas de podcast, mais là je fais des vidéos sur les fermes et j'en croise plein aussi. Et tu organises des spectacles à la ferme pour ramener des spectacles à la ferme, exactement. Et c'est le conseil que tout le monde me dit. Il faut faire des compromis. On ne peut pas être parfait si on veut se respecter. Je veux dire, à un moment donné, il faut aussi avoir un salaire décent et on va pas se tuer au travail non plus. Enfin, je veux dire. Et il y a cet enjeu de produire en quantité aussi. Et j'ai l'impression que du coup, il y a deux extrêmes. Si je schématise, parce que il y a des solutions, comme tu dis, la permaculture ultra écologique, mais finalement qui produit peu. Et après, tu pars de l'autre côté avec des agricultures très productivistes, avec les impacts qu'on connaît sur l'environnement. Et donc au milieu, tu as tout un... T'as autant d'agriculture que d'agriculteurs, donc on pourrait même pas les citer. Bon, heureusement que la recherche évolue, j'ai quand même l'impression, on voit beaucoup les rotations des cultures, les couverts végétaux, les choses changent. Et j'ai le sentiment chez les jeunes agriculteurs que je rencontre que de toute façon ils n'ont pas le choix, l'environnement c'est leur outil de travail, donc qui se sont appropriés tout ça. Mais c'est sûr que en fait, plus je vais dans les fermes, plus je me dis mais en fait tout ça c'est une histoire de compromis et de juste dosage et de faire les choses intelligemment quoi au final. Alors ça c'est si on regarde le problème de près. Maintenant si on prend du recul, le problème il est politique. C'est pas la faute des agriculteurs et de leur façon de travailler. Le problème il est politique. Le problème il vient des industriels, le problème il vient du capitalisme,
Le problème, il vient des gens comme chez Lidl, où ils disent 99 centimes le kilo de poire. Lidl, le vrai prix des bonnes choses, c'est eux le problème. Je viens d'interviewer, c'est marrant que tu dises que tu parles de Lidl, je viens d'interviewer Michel Biérot, le directeur général de Lidl. Donc s'il y en a qui veulent aller l'écouter parler de son rapport aux agriculteurs, J'ai bien envie de l'écouter. Je te laisserai Parce que l'écouter. quand on entend des choses comme ça, c'est pas possible, tu vois. C'est pas possible. C'est pas possible. Mais il y a toute une rééducation du consommateur à faire aussi, parce que en fait, non, mais c'est ça, c'est un problème politique et de consommation. Il y a une schizophrénie de nous citoyens, on a plein de grandes idées, mais en fait quand on est dans les rayons, on prend le truc pas cher, et certains n'ont pas le choix d'ailleurs. Certains n'ont pas le choix, mais une fois de plus, c'est là où je dis qu'il y a un problème du consommateur. Nous, où est-ce qu'on met notre argent ? Il y a 50 ans, c'était 80% de notre budget qui allait dans la bouffe. Aujourd'hui, c'est 10... 12%. 12%, voilà, 12%. Donc ça prouve bien qu'avec tout le confort que la modernité nous a apporté, on préfère changer de téléphone chaque année que d'acheter des produits chers. Et tu vois, il y a 2 jours, j'étais dans une ferme à Navarins. Et je fais à chaque fin de spectacle monter les agriculteurs, les agricultrices sur scène pour qu'ils parlent de leur métier. Et le mec, il disait, j'ose pas faire payer mes produits chers. Mais en fait, c'est pas lui qui est cher. Lui, il galère, il gagne 500 balles par mois. Et il dit, j'ai peur d'être cher. Mec, tu te respectes même pas. Tu fais pas payer le prix de tes produits, le vrai prix de tes produits. Mais pourquoi ce mec-là ne fait pas payer le vrai prix de ses produits ? Parce que Lidl fait payer des kilos de tomates à 99 centimes. Comment tu veux que lui, il arrive avec son kilo de tomates à 3,50 ? Les gens lui crachent dessus. Et si j'en reviens au film, je vais te dire les trucs qui m'ont marqué. Ouais. Et sur lesquels j'aimerais avoir ton ressenti. Il y a quand Zoé, elle t'explique que elle dit voilà, on parle d'agriculture alternative, mais finalement on reproduit une agriculture d'il y a 60 ans. C'est ça ces mots. Et donc on te voit passer la faux à la main. Ouais. C'est quand même un truc de fou. On voit Anthony aussi en fait ils sont partis pour que les auditeurs, ils sont partis d'un champ vide. Maïs monoculture. Ouais. Et en fait, ils ont tout refait dessus. C'est-à-dire qu'ils ne sont même pas repartis d'une exploitation existante qui avait un peu le modèle. Ils sont partis de zéro et ils ont tout fait à la main. Enfin, le travail était titanesque. Ouais. Ma question, c'est est-ce que le progrès, il n'a pas quand même sa place quand il est bien utilisé dans les fermes, quoi ? Parce qu'il y a des fois où je me dis, mais les pauvres, pourquoi ne pas utiliser de temps en temps une machine quand ça te fait gagner du temps, tu vois ? Le problème, il est avant tout économique. Quand tu montes ton projet, toi, ton temps à toi, tu le payes pas. Alors tu le payes d'une certaine manière, mais tu ne dépenses pas d'euros à te faire travailler. Et c'est vrai que les machines, tout de suite, ça coûte du pognon. Hein. Ouais. Sauf si tu te mets en CUMA avec d'autres agris à partager. Oui, mais par exemple, matériel. Tu parles de l'installation. On a fait je sais pas combien de kilomètres de clôture. Ouais. On a tout fait à la main. On le voit aussi. Bon. C'est vrai qu'il y a les tarières derrière les tracteurs ou avec un enfonce-pieux, hein, tu vois, ça existe ça. Nous, ça nous a pris plusieurs mois, on a tout fait à la main, alors que ça aurait pu être fait en 2 semaines avec une machine. Mais quel est le coût de 2 semaines de machine ? Quel est le coût de 3 mois d'humain, 4 mois, 5 mois d'humain ? Tu vois ? Ouais, ça dépend combien tu te payes. Il y en a, c'est plus ou moins cher. Non, mais si tu ne te payes pas. Ouais. Donc, non, mais évidemment que c'est vrai qu'il faut faire attention à ça aussi. On a trop vite tendance... Et quand je dis ça, ça peut faire donneur de leçons, mais je me parle à moi d'il y a 7 ans. Hein. Je voulais une agriculture parfaite, je voulais qu'on dépense plus de pétrole, plus de plastique, tout ça. Je suis revenu de tout ça. Quand on se met vraiment dedans et qu'on se rend compte de la difficulté du truc, parce qu'en plus là, au moment où le podcast sort, je pense que je viens de finir de clôturer ma parcelle. Bon, moi j'ai des kilomètres de clôture chez Anthony à la main. Je peux vous assurer que là, c'est quelqu'un qui me les affonce avec son tracteur, hein, les pieux. Hein. Je ne le fais pas à la main sur mon exploit, tu vois. Et alors les gens vont dire, ouais, mais t'as dépensé du pétrole. Mais je m'en fous. En fait, ce qui est grave, c'est que tu dépenses du pétrole tous les jours, quotidiennement, pour faire ton outil de travail. Moi, non. J'utilise du pétrole. Ouais, je vais prendre des tracteurs, je vais creuser une mare. Ok, oh là là, c'est horrible. Je vais creuser un trou de 1000 mètres carrés avec du pétrole. Ouais, mais derrière, pendant je ne sais combien de dizaines, voire peut-être un siècle ou 2, je vais apporter de la biodiversité dans cet endroit. Ouais, donc le fait d'avoir brûlé je sais pas combien de litres de pétrole pour creuser une mare, je pense que c'est pas grave par rapport au service rendu, et c'est une chose que je fais une fois dans ma vie, quoi. C'est toujours, on en discutait avant de venir à l'interview avec Rebecca qui travaille avec moi sur la Clé des Champs, mais c'est toujours l'histoire du bénéfice que tu en tires, que ça soit économique ou en termes de conditions de travail, encore une fois, pour respecter ton corps aussi, tu vois, et de durer dans le temps, versus ce que ça va apporter derrière, ou les inconvénients. Et effectivement, peut-être que d'utiliser du pétrole de temps en temps, toi, ça rapporte beaucoup pour in fine nourrir les gens.
quand même. Et ça changera pas la face du monde avec toutes les voitures qui circulent tous les jours. Donc il y a un moment, déjà, se lancer agriculteur, c'est rendre service à la société. Et à un moment, il faut peut-être s'écouter soi-même et réussir à être raisonnable aussi dans les idéaux. Et dans la même lignée, il y a un autre passage qui m'a marqué, c'est quand les limaces, elles mangent tous les plants. Non mais attends, c'est un truc de fou. Ouais, ça c'est dur ça. Vous plantez tout Ah ouais, ça c'était, à la main. C'était compliqué, ouais. Et vous revenez quoi, une semaine plus tard, quelques jours plus tard. Ouais, quelques jours plus tard, ouais. Et les limaces, elles ont tout mangé. Je pense même que dans une nuit, elles avaient déglingué beaucoup de trucs. Mais ouais, on avait planté, je sais plus quelle taille elle faisait la parcelle, mais un bon 1000 mètres carrés quoi, de poivrons, tomates, piments hollandais, et aubergines aussi. Et ils avaient tout déglingué, quoi. Elles avaient tout déglingué, c'était une folie. Et alors moi, je suis dégoûté parce que j'ai travaillé, j'ai participé à cette plantation, mais c'est pas la mienne. Imagine toi quand c'est ton salaire que tu vois partir en fait. Ouais. Là, c'est ton manque à gagner qui a été tué en fait. Ce passage, il est... Et là, Zoé, qui est quand même incroyable, elle lâche rien sur ses convictions. C'est ouf quand même. Ah, Zoé, c'est une force de la nature. C'est incroyable. Je ne sais pas comment. Parce que toi, tu dis, c'est un coup à utiliser de l'antidimas, ça non? Et ouais. Elle dit, de quoi? Elle dit non, on va envoyer les canards. Genre, quoi les canards? Genre non, mais les canards, vous n'allez pas sauver le truc avec les canards. Et elle envoie les canards et forcément, ça peut pas. Ouais, elle a envoyé les canards, mais bon. Elle a fini par en mettre un peu quand même. Non, mais on la remercie parce qu'aussi après ça permet de produire et on a besoin de manger. Donc c'est toujours pareil en fait entre les inconvénients d'utiliser de l'antilimace, mais aussi est-ce qu'à un moment laisser crever toute une production et de pas optimiser l'utilisation de la terre, parce que c'est pas, enfin tu vois, c'est un autre inconvénient aussi. Donc l'un dans l'autre. En fait, le problème des systèmes, le problème. Non, c'est pas un vrai problème, c'est une chose qu'il faut comprendre. Parce que sur le long terme, c'est pas un problème. La permaculture, ça reste génial quand tu arrives à mettre un système en place. Une fois que ton système est en place, ça tourne. C'est équilibré. Ouais. Le problème, c'est quand tu lances un système, effectivement, il y a des déséquilibres. Et il faut du temps. Et donc là, il y a énormément de limaces. Mais pourquoi ? Mais parce que ils sont partis d'une terre à maïs et ils ont tout refait. Donc ils ont amené énormément d'apports de matière organique. Donc derrière un énorme apport massif de matière organique, bah oui, tu as plein de limaces. Mais comme le système est tout neuf, il n'y a pas les prédateurs des limaces. Donc il faut laisser le temps au système de se mettre en place. Et après, sur le long terme, tu n'as plus besoin d'utiliser de l'anti-limace. Mais c'est vrai que vouloir, dès la première année, te dire mon écosystème permaculturel, il est en place, bah non, pas la première année en fait. Il faut 5-6 ans. Ouais, en fait, il faut du temps. Mais sauf que quand on se lance et qu'on n'a pas d'argent, on n'a pas de temps. Donc du coup, c'est là qu'il y a une confrontation et c'est là qu'il y a coince. Des compromis à faire si on veut pas mourir d'épuisement et mettre la clé sous la porte. Sans oublier son objectif de ferme, mais d'essayer d'y aller par étapes quoi, au final. Exactement. Et d'ailleurs, on voit qu'après ça coince avec le burn-out d'Anthony. C'est hyper fort là aussi. En fait, il dit je vais pas me plaindre, c'est une journée de plus, le monde agricole c'est ingrat et puis c'est tout. Alors, en fait, il s'est dit dans sa tête de toute façon, je vais en chier, le métier d'agriculteur c'est d'en chier. Et c'est très agriculteur de faire ça par contre. Très très agriculteur ça, de dire j'en chie, c'est comme ça, je dis rien, je bosse comme une brute. Et là aussi c'est la poursuite de son idéal, au final elle le pousse à bout quoi. Il allait au bout du truc quoi. Ouais, il fait partie de ces gens qui ont des grandes idées et qui sont prêts à mourir pour leurs idées. Peu importe l'épuisement, tu vois. Ouais. Et alors, suite au burn-out d'Anthony, l'autre passage qui me marque, c'est quand tu gères toi-même l'exploitation au final, parce que Zoé, elle doit partir à Paris ou à l'extérieur, je sais pas où. Elle travaillait à côté. Elle. Ah ouais. Tu te retrouves alors à gérer pendant 48 heures les plantations de, je sais plus ce que c'était. Vous étiez en train de bâcher. On a fait pas mal de trucs, mais en fait, il y avait, de toute façon, une exploitation, tu as tous les jours des trucs à faire. Et généralement, tu as le chef d'exploitation qui te dit, aujourd'hui, l'émission, c'est faire ça, 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 ça. Et le truc, c'est que Anthony était en burn-out, donc il pouvait plus foutre un pied sur la ferme. Il était dans son lit en train de pleurer. Et puis Zoé, elle avait son boulot à côté. Elle pouvait pas être sur l'exploitation pendant plusieurs jours. Donc effectivement, elle m'a donné des missions. Elle m'a dit, voilà, il y a tout ça à faire. Je sais pas comment je vais faire. Et moi, je lui ai dit, mais t'inquiète, je vais faire. Je vais appeler des potes et on va le faire. Et effectivement, il y avait plein de trucs à faire. Il y avait des fruitiers à planter, il y avait des bâches de culture à bâcher, il y avait des solanacées à planter, il y avait, je sais plus tout ce qu'il y avait à faire, mais il y avait trop de trucs à faire. Enfin, une exploite, quoi, où il y a toujours des milliers de trucs à faire. Et c'est vrai que, en fait, le truc, c'est qu'il y avait tellement de choses à faire
que je l'ai pris très personnellement en fait. Je me suis mis dans leur peau et je me suis dit putain mais merde, le stress, il faut vraiment qu'on fasse ça parce qu'en plus, ce qu'on se rend pas compte aussi, c'est que l'agriculture elle fonctionne avec les saisons. C'est-à-dire que tu as des temps de travail Et si tu le fais si pas, tu c'est le trop fais pas tard. après, c'est trop tard. Si tu le fais avant, c'est trop tôt. Donc tu as vraiment des calendriers à respecter et du coup ça te met une pression supplémentaire. Ça te met une pression supplémentaire qui est le vivant en fait, tu vois. Et c'est vrai que je me suis mis dans leur peau à devoir tout gérer et en plus à penser à bien faire, à penser à manager les équipes parce que du coup il y a plein de potes, Dieu merci, qui sont venus m'aider mais qui n'avaient rien à voir avec le monde agricole, donc il faut quand même bien les accompagner parce que si c'est mal fait après, bah, c'est moi qui vais prendre en fait les reproches, tu vois. Et donc voilà, ouais, non, c'est vrai que j'ai ce moment-là où j'ai... Et je trouve qu'on voit la différence entre le Nicolas du début du film et le Nicolas de là, quoi. Enfin, ça n'a plus rien à voir. Genre là, t'as endossé un rôle de chef d'exploitation, quoi. Ouais. Et on voit que tu sais de quoi tu parles, tu diriges, Est-ce que cet épisode-là, ça a été un tournant pour toi? Parce qu'après, tu débriefes avec Zoé et on te sent hyper ému parce que Ah, j'ai chialé, hein, ça a été... tu peux le dire aux gens, hein, j'ai chialé, j'ai pas honte. Hein. Ah, j'ai versé mes larmes. Hein. Ouais, ça a été... parce que quoi, ça t'a marqué parce que tu t'es projeté sur ton futur projet. Tu t'es dit, putain, moi, je veux pas de ça. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête à ce moment-là? Non, surtout, j'avais beaucoup de compassion pour Anthony. J'avais surtout beaucoup de compassion pour Anthony parce qu'Anthony, il gérait son exploitation quotidiennement. Il dormait pas. Il était à partir du moment où il y avait la lueur du jour jusqu'à ce qu'il fasse nuit. Il travaillait sur son exploitation déjà quand même comme ça depuis 2 ans. Et le fait d'avoir dû vivre à son rythme pendant, je sais pas, 48-72 heures et que ça m'épuise à ce point, je me suis dit mais comment il a fait pour tenir aussi longtemps ce gars-là? Comment il a fait en fait? Parce que moi, je pense être assez dur à la tâche et au bout de 3 jours, ça m'épuise. Du coup, comment un être humain qui n'est qu'un être humain peut tenir autant de temps? Et tu vois, même rien que de là de te le redire, ça m'émeut à nouveau parce que trop impressionnant quoi en Ah fait, ouais, tu vois, non. trop impressionnant. Mais bon, c'est pas une bonne chose, il faut pas non plus valoriser ça parce que sinon ça fait des gens qui font des burn-out. Tu vois, donc il faut pas valoriser ça non plus. C'est ça qui est bizarre, c'est que tu vois, je suis très touché par ce truc parce que je comprends ce qu'il ressent, mais je comprends aussi que notre corps, il a des limites en fait, tu vois. On peut pas lui en demander autant. Et alors, ils en sont où maintenant? Alors le système est plutôt équilibré. Et notamment, ils ont trouvé leur équilibre financier avec deux raisons. Déjà, ils ont vraiment maintenant... En fait, voilà, ce qu'il faut, comme je le dis, c'est mettre un écosystème en place. Et là, l'écosystème, il est arrivé à l'équilibre parce qu'ils ont pu parquer, grâce à toutes les clôtures, tous les animaux, les différentes parcelles maraîchères et fruitières. Et du coup, maintenant que l'écosystème est en place, ils sont en train de trouver un équilibre, et notamment grâce à l'élevage. Parce qu'ils font beaucoup d'animaux, mais en toute petite quantité, ils font un peu tout. C'est pour ça qu'effectivement, Zoé dit non mais nous on n'a rien inventé, il y a 60 ans ils faisaient déjà ça. Et c'est vrai qu'il y a 60 ans les fermes, Oui, il y a un cercle avec tous les vertueux animaux, entre l'élevage et mélangés. les cultures Tout à fait. qui s'apportent mutuellement. C'est ça. Et en plus, non seulement ils ont ça, ils ont l'élevage qui permet d'être rémunérateur, en plus du maraîchage d'été. Et puis maintenant, ils ont ouvert au public, donc aussi ils font de l'accueil de scolaires, tout ça, et ça permet de diversifier. Et puis, tu le sais mieux que moi, accueillir des gens à la ferme, ça fait beaucoup de bien aux agriculteurs parce que ça casse la solitude, tu te sens utile, parce que les gens te le disent. Alors que souvent, quand tu es agriculteur, tu es tout seul dans ton exploitation et on oublie que tu es quelqu'un... Enfin, une fois de plus, c'est pour ça que je me tourne vers l'agriculture, c'est la base de la société. Si les gens ne mangent pas, ils vont pas travailler en fait. Donc il faudrait qu'on ait un peu plus de considération pour tous ces gens qui font ce métier-là et qui font avancer le monde en fait, tu vois. Bon, et alors toi, ton projet, Ouais. est-ce que ça t'a pas découragé de vivre ces expériences-là? Est-ce que ça t'a juste permis d'évoluer, de voir ton modèle différemment, comme on l'a dit, et tu t'en es servi pour adapter peut-être ta vision de base? Raconte-nous. Bah, moi, mon métier à la base, je suis comédien, donc mon métier, c'est d'observer les gens. Et du coup, mes stages, j'ai passé mon temps à observer les gens. Et pour le coup, autant le métier de comédien, c'est observer les gens pour les imiter. Là, je fais l'inverse. J'ai observé les gens pour ne pas reproduire les mêmes erreurs. Donc moi, ça m'était bénéfique en ça. Et ce qui est marrant, c'est que si j'avais monté mon projet agricole avant le BPROA, avant de faire ces stages, je me serais retrouvé, mais à coup sûr, dans le même état qu'Anthony. À coup sûr. J'étais très pressé, j'avais très envie de faire, de bien faire, de trop bien faire. Je débordais d'énergie. Là, le fait de voir tout ça, ça m'a permis de ralentir.
Ce qui est aussi une bonne chose, parce que quand tu es agriculteur, une fois de plus, il faut vivre avec les saisons et tout, et il faut prendre le temps d'observer aussi, c'est vachement important. Et je me suis détendu. Tu vois, ça a mis 3 ans à trouver le terrain de l'exploitation. Il y a beaucoup de gens que ça a découragé. Mon associé, le premier, il en avait marre de chercher. Il dit, ah, non, mais si on ne trouve pas cette année, moi je fais autre chose de ma vie, quoi. Et moi, au contraire, je me suis dit, moi qui étais si pressé avant de monter mon truc, je me suis dit, non, ça prendra le temps que ça prendra. Je sais que je vais le faire, et je sais que je vais le faire à mon rythme. Et c'est pour ça que là aussi, je monte mon exploitation à mon rythme. Je me donne pas, pour la première année, là, l'ouverture, d'obligation de rentabilité. Tu vois, je veux dire, mais après, parce que je peux me le permettre, attention, hein. C'est pas le cas de tous les agriculteurs, les agricultrices, attention. Je continue à côté d'être de ce que je peux faire, soit comédien, soit réalisateur, soit peu importe. Mais et ça, c'est d'ailleurs un conseil que beaucoup de gens m'ont donné. Je sais pas si on te le donne aussi, mais chez les chez les NIMA, quoi, les néo-ruraux, c'est un conseil que beaucoup de gens disent. C'est quand vous vous lancez, soit faut que tu aies de l'argent à côté, soit tu gardes un mi-temps à côté. Mais d'y aller du jour au lendemain, corps et âme. En partant de zéro. En partant de sans zéro, reprendre une exploite. tu as vraiment beaucoup de probabilité de t'effondrer et de pas y arriver. Donc moi, j'ai pris ces conseils, j'ai vu comment ça se passait, je fais les choses à mon rythme et je vais essayer de m'en sortir comme ça. Très bien. Et alors raconte-nous ton exploitation. Elle sera où et qu'est-ce qu'il y aura dessus? Donc, à Josse, dans les Landes. 20 minutes de Seignos pour aller surfer à la pause quand même. Exactement. Alors, je sais pas si on ira le temps à la pause, mais peut-être le matin avant d'aller travailler. Mais ouais, voilà, à Josse, dans les Landes, juste à côté de Saint-Vincent-de-Tyrosse, entre Dax et Bayonne. Juste à côté de l'Adour. On a 15 hectares, 5 hectares de forêt, 5 hectares de barthes. Les barthes, pour ceux qui ne connaissent pas, parce qu'il n'y a pas que des Landais qui nous écoutent. Non, normalement non. Si j'ai réussi mon boulot, normalement il y a autre chose que des Landais. Donc du coup, pour ceux qui ne connaissent pas, les barthes, c'est des terres inondables, des terres agricoles inondables. Quand l'Adour déborde, qui est le fleuve qui est chez nous, et plutôt que ça inonde les villes, les villages, on ouvre les vannes et ça remplit les champs. Et ces champs-là s'appellent des barthes. Et donc on a 5 hectares de barthes, 5 hectares de forêt et 5 hectares de terre qu'on pourrait appeler la surface agricole utilisable du plein champ, quoi. Et donc sur ces 5 hectares, il y aura donc 1,5 hectare de maraîchage, 2,5 hectares de jardin-forêt et 1 hectare avec à la fois ce qu'on pourrait appeler les grandes cultures, c'est-à-dire, enfin, on fait pas des graminées ou des céréales, mais de la grande culture dans genre le champ de patates, le champ de courges, où là tu peux prendre des grandes surfaces, tu peux mettre 5000 mètres carrés de patates ou de courges, et le reste, ce sera ma pépinière. Donc une pépinière dans un premier temps de plants maraîchers, bio, semences paysannes reproductibles. Ok. Que tu as vocation à vendre? Voilà, ça c'est ma partie, voilà. Et à terme, pépiniériste, quoi, ma pépinière de fruitiers. Et le timing là de comment, parce que donc là vous venez d'acheter les terres. On a acheté les terres en février. On n'a pas pu commencer la production parce que on achète une parcelle qui n'a pas été exploitée depuis plus de 8 ans et qui était en conventionnel avant. Donc il faut qu'on fasse on a fait une demande de conversion en bio. Et pour que on prouve que ce soit bio, on n'avait pas le droit de toucher le sol, ni de retourner la terre, ni de défricher avant que le certificateur ne soit passé. Le certificateur, il est passé juste avant que je parte en tournée là au mois de juin. C'est bien que vous l'ayez su parce que j'ai rencontré une agricultrice qui le savait pas. Qui a retourné et voilà. Et du coup, elle a pris 3 ans dans la gueule. Donc on a acheté ça et à partir du mois d'août, du coup, quand je rentre de tournée, on défriche la parcelle et puis on commence gentiment à installer les serres, le hangar, faire les zones de culture. Cet hiver, la première plantation d'arbres, les clôtures, les fameuses clôtures. Et puis on rentre en production dès cet hiver. Moi, ma production de plants, je la lance en janvier-février. Et on commence à vendre des œufs, des légumes et des plants à partir de mai 2024. Ok. À qui vous allez vendre? Ça va être de la vente directe à la ferme? Vente directe, alors pour les légumes et les œufs. Alors pour les légumes, c'est en panier, en abonnement mensuel. Pour les œufs, ils font partie des abonnements mensuels et le surplus est vendu en direct à la ferme. Plus il y a une petite partie qui est vendue à des amis restaurateurs qui veulent travailler les produits frais et locaux.
Et ensuite, pour la production de plants, c'est directement à destination des particuliers. Ok. Destination des particuliers et des amis maraîchers qui me demandent de faire leur production pour eux. Mais le gros du chiffre d'affaires pour ma partie, c'est les particuliers. Même si, une fois de plus, au début, moi, ce que je veux, c'est pas me dire... À terme, moi, je sais que je veux produire 30 000 plants par an, par saison. C'est ce que je sais dont je suis capable. Mais c'est pas l'objectif, une fois de plus, que je me donne dès cette année. Moi, cette année, je fais la production qu'on me commande. En fait, je marche sur précommande. C'est-à-dire que les gens, ils savent, voilà, je veux faire mon potager. Ils me disent pendant l'hiver, ils ont jusqu'à février-mars pour me dire ce qu'ils veulent planter. Et moi, je produis ce que les gens veulent. Et comme ça va me permettre d'augmenter chaque année ma production. Parce que la première année, je vais travailler essentiellement avec des amis qui ont leur potager et qui achètent leurs plants à l'extérieur et qui vont pouvoir me les commander à moi directement. Et puis l'année d'après, ces gens-là vont certainement faire de la pub autour d'eux, qui vont faire de la pub autour d'eux. Et chaque année, je vais pouvoir produire comme ça et augmenter ma production d'année en année sans devoir jeter la production. Parce que je vois trop de gens qui surproduisent et qui, à la fin de la saison, jettent... du coup, ils jettent du terreau, ils jettent de la graine, ils jettent du temps de travail. Tu vois, et donc ils jettent de l'argent. Et j'ai pas envie de faire ça. Et le jardin en forêt, c'est toujours d'actualité? Bien sûr, le jardin forêt. Est-ce que tu peux nous raconter ce que c'est? Parce que j'ai quand même dû bosser pour la première fois les jardins forêt. T'as dit quoi? J'ai dû bosser pour la première fois les jardins forêt. Tu connaissais pas? Non, je connaissais pas. Ah, c'est génial. Alors, quand vous baladez en France, que vous faites une petite rando ou une petite marche digestive dans les bois, eh bien, sauf chez nous dans les Landes, dans nos monocultures de pins, mais dans la plupart des forêts diversifiées, il y a 50 espèces végétales différentes autour de nous. Et on s'en rend pas compte. Mais si on commence vraiment à faire attention, regarde, rien que là, on est sur le bord d'une serre. Regarde le nombre de plantes qu'il y a différentes. Il y en a déjà 5. T'as vu? Juste là autour de nous, alors qu'on est dans une serre. Et c'est juste sur le bord. On parle pas de, pour les gens, je précise, on ne parle pas de la production qu'il y a dans la serre. Vous savez, sur le bord de la serre, il y a forcément des adventices qui poussent. Et bien là, rien qu'autour de nous, j'en vois même 6-7 des différentes. Juste autour de nous là. Donc on peut imaginer que dans une forêt, on arrive très facilement à ce chiffre de 50 espèces végétales différentes. Et c'est vrai qu'on va voir, voilà, il y a différents arbres, ok, et souvent on va voir des lianes monter dans les arbres. Là, on peut voir du lierre, de la vigne vierge. On peut voir, tu vois, il y a pas mal de choses. Là, pour les gens qui n'ont pas l'image, je regarde à travers la fente de la serre. Et pareil, si tu regardes là, donc il y a ces lianes, mais il y a aussi plein de buissons autour. Et après, en dessous, il y a des couvre-sols. Partout, le sol n'est jamais à nu dans une forêt. Enfin, sauf avec la matière organique, quand il n'y a plus de lumière, là, ça devient à nu. Mais sinon, la plupart du temps, voilà, il y a de la végétation sur toutes les strates. Et ben, le but du jardin forêt, c'est d'imiter le biotope forestier, mais qu'avec des plantes comestibles. C'est-à-dire, moi, quand j'étais au BPREA, j'ai fait spécialité arboriculture, on m'a appris un verger traditionnel de pommier, c'est un arbre en quinconce tous les 5 mètres. Du coup, finalement, ça fait qu'un arbre aux 25 mètres carrés. Ben, dans un jardin forêt, on va réimiter le biotope forestier, donc on va planter un arbre, mettons un pommier franc, qui va monter à plusieurs mètres de haut. Au pied de ce pommier, on va planter une vigne, un kiwi, qui sont des lianes qui vont grimper dans l'arbre. Au pied de ces lianes, on va mettre un groseillier et des framboisiers, qui sont des buissonnantes, qui vont entourer le tronc. Et encore en dessous, on va mettre un couvre-sol, comme par exemple de la menthe. Et là, sur 1 mètre carré, il y aura 6 espèces différentes, finalement. Et donc, le jardin forêt, ça, c'est un exemple sur 1 mètre carré. Maintenant, vous imaginez ça sur 2,5 hectares, avec pas que des framboisiers, des groseilliers, des framboisiers, mais évidemment avec... tout ce que vous pouvez imaginer et même ce que vous n'imaginez pas. Tu voulais même mettre du kiwi. Bien sûr, du kiwi, bah évidemment. Attends, AOC à Dour, on est obligé, on représente. Mais donc du coup, vous imaginez ça évidemment, voilà, avec des pommiers, des poiriers, des cerisiers, des plaques miniers, des nectariniers, des. Mais comment tu vas ramasser ça? Alors le but. Parce que du coup, est-ce que tu te retrouves pas dans le travers de la permaculture entre guillemets, de mélanger les espèces et du coup d'avoir un système de ramassage pas efficace? Et alors justement, c'est là où il y a la différence, c'est que mon jardin forêt n'est pas une manière de produire. Il a plusieurs buts, ce jardin forêt. C'est déjà, comme je l'ai dit, de créer un conservatoire. Okay. Donc de faire de la conservation de variétés. Et de pouvoir être pépiniériste. Et tous les pépiniéristes, ils ont leurs arbres mères. Okay. Donc moi, ça me permet d'avoir mes arbres mères pour pouvoir faire mes greffes. Et pour pouvoir après vendre des arbres fruitiers. D'accord ? Et donc du coup, moi, ce que j'aimerais, c'est créer un espèce de musée du végétal comestible. Le jardin forêt n'est pas un outil de production pour moi où il faut absolument bien récolter. Et la deuxième raison, c'est qu'en fait, ce jardin forêt, c'est pas moi qui vais le récolter, c'est les gens. Pourquoi ? Parce que pendant des années, j'ai été comédien et les gens payaient une place pour venir me voir au théâtre. Et moi, demain, j'ai envie que les gens puissent payer une place pour venir me voir dans mon jardin forêt. Et je vais écrire un spectacle exprès sur le jardin forêt et en faire pendant 1h30. Ça va s'appeler La Cueillette racontée.
je vais raconter dans ce spectacle aux gens l'histoire de la vie du sol, des insectes, des oiseaux, des animaux, des feuilles, des fleurs, des arbres. Et pendant ce spectacle vraiment vivant, pour le coup, ce sera le cas de le dire, et ben, ils auront aussi la chance de goûter tous les fruits, les légumes, les tubercules, les feuilles et les fleurs qu'on a oubliés en fait. Ouais. Et ton truc ta forêt comestible, elle peut d'autant plus tourner là, ton modèle économique, que tu es proche de la côte pour le coup, et que tu peux avoir une demande touristique quand même, notamment quand il fait pas très beau et qu'on peut pas aller à la plage, pour le coup, ça peut vraiment avoir un intérêt pour les gens là, de venir en immersion à la ferme et découvrir tout ça. Exactement, c'est marrant que tu me parles de ça, puisque quand j'avais fait mon BPROA, j'avais dû faire une étude de marché, tu sais, une enquête du territoire, tout ça, et j'avais contacté la MAX, donc la communauté de communes, qui m'avait dit mais c'est génial que vous fassiez ça, puisqu'on cherche des activités touristiques autres que la plage, parce qu'on en a marre en été d'avoir tout le monde à la plage. Et qu'après quand il fait pas beau, tout le monde part à Saint-Sébastien, voilà. Ça bouchonne. Et du coup, oui, c'est vrai que c'est cool, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout faire de la pédagogie avec les locaux, mais ça proposera évidemment aussi une activité touristique l'été, quoi. Et par contre, tu es attendu au tournant par les agriculteurs. Oh que oui. Avec ce projet, on le voit avec Anthony qui t'en parle, qui dit j'attends de voir. Ouais. Et avec l'agriculteur avec qui tu as fait Albert, merci, que tu as interviewé sur ta chaîne YouTube, que je conseille aussi d'aller voir là, ce reportage avec Albert qui est hyper fort sur sa vie d'avant. Et tu l'amènes visiter l'exploitation. Et là encore, il te dit, il te met la pression, quoi. Ah bah ouais, il me fait rire. Il me dit, quand je lui dis que je veux planter 3000 arbres, il me dit 3000 3000. Mais là, c'est fini les one-man show au point virgule. Hein. Ça va être ici maintenant. Hein. Ici. Hein. Je te vois plus faire des blagues, c'est ici. Hein. Mais non, mais il a pas tort, ceci dit. Il a pas tort. Mais ce qui est marrant dans ta réflexion, c'est que quand les gens se sont mis à l'agriculture biologique, tout le monde les a critiqués. Tout le monde leur a dit mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, qu'est-ce que c'est que ce modèle, vous allez jamais y arriver. Et aujourd'hui, tout le monde veut faire l'agriculture biologique. Maintenant, après, il y a eu la permaculture. Et c'est les gens de la bio, ils ont commencé à critiquer les gens de la permaculture. Et pourtant, la permaculture, c'est quand même un modèle qui est formidable, qui fait très bien pousser les choses. Même si c'est pas assez rentable, ça fonctionne très bien. Et donc, du coup, là, c'est juste un nouveau modèle que les gens ne connaissent pas. Et comme tout dans la vie, quand on ne connaît pas, on critique très facilement. Et donc, du coup, je vais devoir faire mes preuves, évidemment. Ouais. Mais certainement que le jardin-forêt, dans quelques décennies, il y en aura de partout et on trouvera ça normal, quoi. Et ben écoute, on verra si l'histoire te donne raison et je te le souhaite. Et si t'es partant, je serais hyper contente de revenir dans 2 ans ou 3 ans à Tos sur ton exploitation. À Jos sur ton exploitation pour voir comment ça a évolué. Avec grand plaisir. Tout ça et voir la forêt comestible en pratique. Et je vais passer à la minute économie du podcast. La minute ? Économie, ok. Et oui. Parce que c'est une dimension, tu l'as compris, essentielle à l'agriculture. Donc, je la fais à chaque fois. Vous avez acheté le foncier à Jos, parce que j'avais interviewé Jeanne du PAIT des Landes, le point accueil installation. Jeanne Martin-Salvi. Exactement. Qu'on embrasse. Qui me disait que tout le monde voulait venir faire maraîcher sur la côte. Ouais. Vous avez réussi, mais le prix des terres et la pression du foncier, d'où le fait que d'ailleurs, j'imagine que vous ayez mis autant de temps, parce que c'est plus simple... quand on cherche dans le nord des Landes, et encore je ne sais pas si en ce moment ça l'est. Mais comment vous financez le projet ? Est-ce que les banques vous ont suivi ? Est-ce que tu peux nous raconter tout ça ? Est-ce que vous avez galéré ? Alors on a énormément galéré à trouver du foncier chez nous. Ce qui est d'ailleurs très chiant, parce qu'à la suite de mon film, il y a des maires d'autres communes françaises qui m'offraient du terrain. Ils m'offraient le terrain et la maison qui allait avec. Le problème, c'est qu'il faut avoir envie de vivre dans la Creuse. Et quand on aime les Landes, voilà. C'est dur d'en partir. Non, mais c'est certainement très bien la Creuse. Hein. Oui, on n'a rien contre la Creuse. Non, on n'a rien mais quand on est landais, voilà, c'est juste on préfère les Landes. Voilà, moi j'ai du mal à me passer de l'océan et je pense que je m'en passerai jamais. Donc, très dur de trouver du foncier parce qu'il y a une grosse pression foncière, grosse pression immobilière aussi. Donc, problématique que les agriculteurs ne veulent pas vendre leurs terres ou alors à des prix exorbitants, puisque on comprend, hein, le prix de l'hectare moyen en France, c'est 5 000 €. Chez nous, moi, on m'a proposé des terres à 30 000 € de l'hectare. Voilà. Mais en règle générale, ce que je vois, c'est autour de 12-18 000 €. Donc ça reste quand même très, 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 très cher. Et là, bizarrement, on la critique beaucoup, mais nous, on a acheté la terre par la Safer. Et l'avantage de la Safer, au niveau des prix, c'est qu'ils n'ont pas le droit de faire de bénéfices. C'est contrôlé. Ouais. Donc évidemment, ils font une com, ils prennent une marge, mais ils n'ont pas le droit de suivre l'inflation. C'est-à-dire que
Nous, on a acheté, je peux te le dire, 15 hectares, dont 5 hectares de forêt. C'est plus de 50 000 euros, c'est 53 000, 57 000, je ne me rappelle plus exactement. Mais voilà, je veux dire, c'est rien par rapport au prix de ce que les agris sont capables de proposer en ce moment. Et le rôle de la SAFER, c'est ça d'ailleurs, c'est d'aménager le territoire rural et de s'assurer que par exemple des agriculteurs peuvent s'installer et que sur la côte ça flambe pas. C'est ça. Et que plus personne puisse s'installer et que le monde rural se transforme petit à petit, se fasse grignoter par la ville. C'est exactement ça. Et après, tout l'outil de production, c'est avec des fonds personnels. Enfin, moi, j'ai fait un crédit quand même pour l'achat du terrain. Mais après, pour l'achat du matériel de production, pour les serres, tout ça, on fait avec les aides de PCAE, DNJA. C'est la dotation jeune agriculteur ? Ouais. Et les parce que vous PCAE, avez moins c'est de les aides de 40 la ans. région. Ouais, ok. Et en fonds propres. Et en Ok. fait, après, pour la partie jardin-forêt, là, c'est une campagne de crowdfunding. Ok, parce que c'est le... Bah, c'est ce qui coûte le plus cher. Enfin, c'est ce qui coûte le plus cher. Non, enfin, je dis ça, mais en fait... Mais en tout cas, Sur j'ai le- vu, ça te coûte 50 € par arbre fruitier. Enfin, Non, en fait, c'est- plus c'est vieux, plus ça coûte cher, c'est ça En fait, l'arbre. il y a plusieurs choses. En fait, chez le fruitier, on va dire le sion d'un an, c'est-à-dire que l'arbre classique de base, il coûte 20 balles. Sur un pommier facile, une variété facile. Mais en fait, plus tu prends des arbres vieux, plus ça monte en prix, 30, 20, 40, 50 euros. Ouais, parce qu'ils sont productifs, alors Voilà. qu'un arbre jeune, tu dois attendre 3 ans pour qu'il Voilà. produise. Et après, il y a des collections. Comme je t'ai dit, comme je veux faire un musée du végétal comestible, il y a des choses qui coûtent très cher, tu vois. Tu vois, ça peut être. Alors, il y a des gens qui vont le critiquer aussi, mais tu vois, un avocatier, par exemple, ça coûte pas 20 euros. Ou un asiminier. Ou en fait, dès que tu commences à aller chercher des arbres, soit de collection, soit plus difficiles à produire, en fait, finalement, qui demandent plus de soins, ça commence à faire cher, quoi. Donc ça coûte entre 20 et 150 euros les arbres que je veux acheter. Donc forcément, quand tu veux en planter 3000, bah, ça fait vite un projet qui coûte 60 000, 120 000 euros. Ouais. D'où le fait que tu aies besoin de crowdfunding Ouais. pour... Et voilà. Et Tristan, en fait, donc mon associé était militaire avant. Et du coup, il a pensé, parce qu'il avait déjà ce projet dans sa tête, du coup, il a pensé à mettre de l'argent de côté pour pouvoir être prêt le jour où le projet pourrait démarrer. Très bien. Et toi, tu gardes ton job de créateur de Absolument. contenu à côté Ouais. pour t'assurer un équilibre financier, que tu C'est aies ça. moins la pression Exactement. de la production. Et donc du coup voilà, nous on a eu cette chance là. Par contre ça a pris 3 ans de recherche et quand je dis 3 ans de recherche, on a tout fait. C'est-à-dire qu'on a écrit des dossiers, on a contacté toutes les mairies de toutes les communes autour de chez nous. On a vu évidemment avec la chambre d'agriculture, avec AgroBio, avec l'ADR, avec les CPIE, on a Terre de Liens. Je veux dire, on est allé voir absolument toutes les associations, comment on dit, de près ou de loin. De près ou de loin. Non. De près ou de loin. À l'agriculture, plus les communautés de communes, plus les maires, plus la SAFER, plus... En fait, tout le monde. On est allé voir absolument tout le monde. Et surtout, on allait faire du porte-à-porte. On allait voir les agriculteurs directement. Mais vraiment, c'est-à-dire qu'avec Tristan, on allait le matin et on toquait. Bonjour, on est deux jeunes, on veut s'installer. Vous connaissez pas, ou peut-être vous n'avez pas... allez, 4 hectares, c'est Un quoi petit coin. C'est quoi Vous en avez 120 les Allez. hectares, 4 hectares, ça changerait quoi pour vous? Et on a essayé de négocier ça comme ça, et tout le monde nous a envoyé chier. Tout le monde. Mais vraiment, le nombre d'agris. Et d'ailleurs, ça, c'est marrant, parce que je voulais répondre à un moment à cette question que tu m'as posée. Comment j'ai été accueilli au début, très mal. Comme tout le monde dans le monde agricole. Très, très Il mal. faut d'abord Très, montrer très mal patte accueilli. blanche Ah avant ouais. d'avoir le droit Oh. de... Par contre, après, une fois que tu as montré patte Après, ça blanche, va. il y a une vraie solidarité, j'ai le sentiment. Ouais. Et encore, bon... Et ce qui est marrant, c'est que, et ça, faut le dire aussi, parce que on le dit pas et on le montre pas dans les médias, mais il y a vraiment une entraide entre agriculteurs conventionnels et non conventionnels. Ah, bien C'est-à-dire sûr. Les consommateurs essaient de nous diviser, mais dans le monde agricole, il y a de l'entraide. Mhm. On s'en fout si t'es industriel ou pas. Si t'as un problème et que je peux t'aider, ou si moi j'ai un problème et que et tu viens, on vient. Ouais, ouais. Et pour finir sur cette partie, c'est la question de l'auditeur. C'est Romain qui te demande, est-ce que tu prévois de te prendre des vacances? Est-ce que tu arrives à te dire, ok, je vais planifier ça comme ça et Alors, je vais réussir à Il prendre faut des congés? savoir que moi, mes vacances, c'est je vais me lever à 5h du matin, je vais aller faire 2 heures de surf et je vais aller bosser après, tu vois. C'est ça mes vacances. Mes vacances, c'est tous les jours. Parce que j'aime mon métier aussi. Ouais. J'aime mes métiers. Tu vois. Et en fait, quand tu aimes tes métiers et que tu vis dans un cadre de vie qui te plaît, les vacances, c'est plus utile. Ouais, très bien. Et pour finir l'interview, du coup, j'ai le sentiment, même en regardant tes vidéos sur YouTube et tout ça, que ta vision du monde agricole, elle a beaucoup évolué entre avant et maintenant. Ouais. Je lisais un article dans Réussir où tu as dit on peut être un agriculteur conventionnel et pas être un gros con. Et à la fin de ton film aussi, tu le dis avec Zoé, tu dis en fait,
on schématise souvent avec la gentille permaculture bio d'un côté et de l'autre la méchante agriculture conventionnelle, mais en fait il y a des nuances et c'est plus compliqué que ça. Ouais. C'est ça que tu en as retenu finalement là déjà de tout ce que tu as... Bah oui, on en a vaguement parlé au début de ce podcast. Effectivement, j'avais cette vision manichéenne. Je faisais partie de ces gens-là. J'ai beaucoup critiqué le monde agricole quand j'étais un petit bobo parisien qui s'intéressait à la permaculture mais qui ne connaissait pas l'agriculture. Et je le pense encore plus aujourd'hui. Et j'ai un profond respect pour tous les agriculteurs, peu importe le bord. Enfin, peu importe la façon dont ils se prennent, sauf évidemment les faux agriculteurs, c'est-à-dire les mecs qui sont en costard et qui mettent pas un pied dans leur champ, parce que c'est pas des agriculteurs quoi. C'est des mecs qui détruisent le vivant et qui exploitent les sols et qui exploitent les animaux. Donc ça non. Mais l'agriculteur conventionnel qui fait du mieux qu'il peut et qui est tous les jours dans son champ avec les vaches, et ben qui est dépendant d'un système économique et qui se fait bouffer par ce système-là, même si c'est pas le modèle le plus vertueux qui soit, il fait comme il peut. Il se débrouille et je suis tout cœur avec lui. Et par contre, tu deviens une arme secrète hyper efficace pour le monde agricole, entre guillemets, dans le sens où tu as une communauté, c'est quand même 200 000 personnes sur YouTube, de gens qui sont plutôt, comme tu dis, écolo-bobo. Et en fait, qu'il y ait des gens comme toi qui soient entrés au cœur du monde agricole et qui en aient vu la complexité et de jouer avec le vivant, bah, pour l'expliquer aux autres, il n'y a pas mieux, quoi. Est-ce que c'est une de tes envies maintenant de montrer un peu plus ce côté-là ? Ah ben moi c'est mon cheval de bataille aujourd'hui, hein, c'est ça. Hein. On a un peu on fait un peu le même métier toi et moi. C'est ça. Toi tu le fais sous forme de podcast, mais moi aujourd'hui ma chaîne YouTube elle sert à ça. Elle sert à rapprocher. En fait on a tellement divisé les gens de la ville de l'agriculture. On a tellement et une fois de plus je parle en connaissance de cause. On se fait tellement une image de ce monde-là qu'on ne connaît pas en fait, que pour moi c'est... En fait notre monde il marche comme ça, c'est divisé pour mieux régner. Donc moi je veux faire l'inverse, je veux rapprocher les gens. On est ensemble, on est une société, on doit fonctionner ensemble, on doit arrêter de s'insulter les uns les autres, on doit avancer ensemble et pour le bien de nous en fait, tu vois. Donc évidemment sur ma chaîne YouTube là maintenant c'est toutes les semaines je montre une ferme différente et je montre toutes les différences qui existent et j'explique qu'effectivement il n'y a pas une bonne manière de cultiver ou d'élever, il y en a plein et du moment qu'on fait de notre mieux, c'est déjà super. Très bien. Eh bien écoute, je vais passer sur ces belles paroles à ma question de fin. La première c'est qu'est-ce qui te rend fier à toi de t'être lancé dans l'agriculture ? De me sentir utile quoi. Alors quand je dis ça, il y a beaucoup de gens qui me disent mais attends tu fais déjà des vidéos, des spectacles, tu sensibilises l'environnement, c'est déjà super utile. Et je dis c'est gentil déjà de me dire ça, mais moi je le ressens pas. Tu vois quand je fais une vidéo, je vois pas les gens qui regardent la vidéo, je sais pas ce qu'ils pensent après, je sais pas s'ils changent leur mode de vie ou pas. Par contre, quand je plante un arbre, je le vois grandir. Je vois la biodiversité arriver sur mon champ. Je vois les insectes, je vois les oiseaux. Je vois la vie du sol qui revient. Je me sens utile. Et puis je participe à l'autonomie alimentaire de mon territoire. Si demain il y a des gros soucis, je pourrais nourrir un petit peu de monde. C'est pas grand chose. Mais j'aurais mis ma petite pierre à l'édifice. Ma deuxième question, c'est est-ce que tu aurais un truc pour nous pour étaler notre science au prochain repas entre amis ? Alors, sur le monde agricole ou sur mon métier de comédien ou sur cette tournée sur cette tournée, par exemple, très bien. Alors ça va peut-être... justement. Alors, c'est totalement le truc pour étonner en repas de famille. Les gens pensent que ce qui me fatigue, c'est de jouer mon spectacle tous les soirs. Ouais. Eh ben non. Ce qui me fatigue, c'est l'après-spectacle. Parce que quand je joue au théâtre, après le spectacle et avant le spectacle, je suis dans ma loge. Je suis au calme, je suis tranquille. Et alors que là, comme je joue dans les exploitations, dans les fermes, avec les gens, quand le spectacle est fini, je dois démonter ma scène moi-même. Et il y a tout le monde qui vient me parler. Et tout le monde me donne son avis. Et ça, c'est trop dur. Parce que en plus... Tu dois être bienveillant avec les gens. Oui. Tu peux pas les avoir fait marrer pendant 1h30 et après te comporter comme un gros connard et leur dire franchement là, vous me cassez les couilles à vos questions, j'ai juste envie de dormir. Tu peux pas faire ça, tu vois. Et ça c'est super dur parce que vraiment quand tu t'es tapé 1h30 de spectacle, ton niveau d'attention c'est plus le même, tu vois, tu as déjà utilisé beaucoup d'énergie, mais après de devoir répondre aux questions de tout le monde, écouter les gens. Parce que comme j'ai un spectacle qui est engagé, forcément il y a des sensibilités que je heurte.
Et à l'inverse, j'ai des gens qui se sentent très proches de mes sensibilités et qui se sentent souvent seuls et qui ont besoin de l'exprimer. Et moi, j'ai l'impression d'être un peu un psy après mon spectacle, tu vois. Et c'est pas mon métier psy, en fait. Moi, je veux bien déjà Donc, être paysan tranquille. et humoriste. C'est déjà pas mal, tu vois. Je trouve aussi, ça suffit. Très bien. Et dernière question, où c'est qu'on peut suivre ton actu, voir tes vidéos, te suivre et voir l'évolution de ton projet surtout. YouTube. Et voilà, alors j'ai créé un compte TikTok là parce qu'on m'a dit mais il faut absolument que je crée un compte TikTok. Ouais, sur TikTok. Donc j'ai fait un compte TikTok là depuis le début de la tournée. Donc si vous voulez voir toutes les impros, parce que tous les jours sur Instagram et TikTok, je sors 2 vidéos par jour. Une vidéo le travail. de quand on arrive sur la ferme et une vidéo des impros de la veille de mon spectacle, tu vois les petites impros. Du coup, si vous voulez voir à quoi ressemblait cette tournée, vous pouvez aller sur mon TikTok ou sur ma page Insta. Voir tous les reels, ou je sais pas comment on dit sur TikTok, du coup on dit des reels aussi ou pas, enfin les vidéos qu'on a postées. Désolée, quoi. je peux pas t'aider. Et voilà, et sur ma chaîne YouTube, a priori à l'heure où vous écoutez ce podcast, il y a déjà au moins 10-12 vidéos de fermes différentes qui sont sorties, donc allez les voir. Et puis vous aurez certainement aussi des nouvelles de mon projet qu'on n'a pas encore dit aujourd'hui. Tout est sous le nom de Nicolas Mérieux. Tout le nom, Nicolas Mérieux, Meyryeux. Super. Bon, écoute, on a passé plus d'1 heure ensemble. Ouais. Je voudrais pas que tu sois en retard pour ton spectacle. Toi, ça va aller, mais moi, je suis embauchée comme intermittent du spectacle apparemment pour aider à installer la scène. J'ai rendez-vous à 17h pour le brief. donc voilà, merci beaucoup pour ton temps. C'était trop intéressant. Et j'ai hâte de voir le spectacle ce soir. Yes, moi aussi, j'ai hâte de voir. À très vite. Bonsoir à tous et merci de m'avoir fait chier qu'il n'y ait personne pour cette 17e date du Farm Tour. Pour ceux qui ne le savent pas, avec mon équipe, du 1er juin au 1er juillet, on fait le tour de France et tous les soirs, on joue dans une ferme différente. Et ce soir, c'est tombé chez vous, à Mérignac. Est-ce que vous pouvez faire du bruit pour vous, s'il vous plaît, Mérignac ? Et voilà, c'en est fini pour aujourd'hui. Vous souhaitez aller plus loin dans la découverte de l'agriculture ? Si vous êtes dans une entreprise qui travaille au contact du monde agricole, sachez que la Clé des Champs propose des formations à cet effet. L'objectif ? Mieux connaître les réalités du métier d'agriculteur pour vous permettre de mieux performer dans votre job. Après avoir suivi un module e-learning où des experts reconnus vous expliquent les enjeux auxquels est confronté le monde agricole, vous partez passer une journée en immersion à la ferme avec vos collègues et maximum par groupe de 5 pour un véritable vie-ma-vie d'agriculteur. L'occasion de passer de la théorie à la pratique et de profiter d'un temps d'échange privilégié avec l'agriculteur qui vous reçoit. Plus d'informations et inscriptions sur www.laclédeschamps-podcast.fr. Et avant de partir, dernière chose, si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à lui mettre une note 5 étoiles ou à en parler autour de vous, ça m'aide énormément à faire connaître le podcast. Merci beaucoup et je vous dis à très très vite.